Vous l'avez dit, crime passionnel, l'horreur rôde décidément au quotidien dans nos vies. Cela s'entend de plus en plus chez nous. Cet acte odieux d'homicide dans lequel l'auteur commet l'acte de violence contre quelqu'un en raison d'une forte impulsion soudaine telle que la colère, la jalousie et souvent comme un crime prémédité, nous côtoie désormais. Devrait-on en arriver là quand on a tous ses sens, ôter la vie à l'autre au nom de l'amour? Cela se passait ailleurs et l'on se demandait comment cela arrive-t-il, par accident ou par intention, parce qu'on aime passionnément l'autre, ou alors serait-ce de la pure sorcellerie à l'africaine. Une jeune enseignante vient récemment d'en être victime. Une jeune dame s'est vue le cou tranché il y a quelques semaines à Yaoundé, à la grande stupéfaction de son voisinage ahuri. La liste des crimes passionnels se rallonge chaque jour au Cameroun et inquiète. La compréhension de la relation amoureuse a-t-elle changé de sens? Est-elle la bonne dans l'entendement des uns et des autres? La notion est pourtant expliquée dans les livres, révisitée à la mairie et à l'église lorsqu'on se marie et enseignée par ceux qui en ont fait des sujets d'études et de recherche. Ne devrait-on pas envoyer les amoureux, les conjoints à l'école d'amour, comme le dit si bien Dédi Eyango, inscrit à l'école d'amour dans l'une de ses chansons lorsqu'ils se mettent ensemble? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un être aimant et aimé? La jalousie poussée, la colère, la passion sont des instincts si forts qu'ils éclipsent la capacité de raisonner du tueur qui en rajoute parfois au stupéfiant qu'il prend pour accomplir l'acte ignoble. À quel moment ce sentiment d'affection et d'attachement qui aveugle les amoureux plonge l'un des partenaires dans le noir total au point de tuer l'amour? N'y mettons peut-être pas trop les organes, me diriez-vous. Quel est finalement le savant dosage à adopter? La passion amoureuse empêche-t-elle le contrôle de soi à ce point? Le crime passionnel, n'est-ce pas l'amour en l'envers? Professeur Mireille Ndjenje, ces questions s'adressent à vous. Appelez à notre secours pour comprendre comment l'amour se transforme en crime. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes ravis de vous avoir de nouveau dans ce studio. Vous y étiez déjà la semaine dernière. Vous êtes psychologue, enseignante à l'Université de Yaoundé 1. Vous étudiez donc ces comportements. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Alors, il se passe dans la société et vous allez le remarquer dans beaucoup de domaines au-delà du crime passionnel que beaucoup de personnes souffrent de carences affectives. Grandissent avec les carences affectives parce que dès le plus bas âge, ils n'ont pas reçu d'amour. Et les premières personnes qui doivent donner cet amour, c'est les parents. Chaque parent va dire j'aime mon enfant, j'aime. Mais cet amour-là, qu'est-ce que ça signifie? La limite est toujours difficile. Et plus tard, à l'âge adulte, ils essayent de les rattraper. Chez le conjoint, d'autres vont essayer de rattraper ces carences dans des objets. Et maintenant, lorsque quelqu'un qui a grandi donc avec ces carences affectives rencontre une autre personne qu'elle dit aimer, j'insiste sur qu'elle dit aimer, elle s'accroche sur cette personne et cette personne devient un objet d'amour exclusif, devient sa propriété et généralement, elles ont toujours peur d'être abandonnées. Alors, à la moindre occasion où elle va sentir que l'autre pourrait l'abandonner, il peut arriver au crime. Parce qu'il ne peut pas tolérer de perdre cet objet d'amour. Seulement dès le soupçon, il peut arriver au crime passionnel. Pire encore, si il trouve par exemple cette personne en flagrant délit de tromperie, le crime va tout de suite arriver. Celui qui commet un crime passionnel a d'abord un problème avec lui-même. C'est pas parce qu'il l'aime beaucoup. Non, c'est pas parce qu'il aime. Il a d'abord un problème avec lui-même avant d'avoir un problème avec l'autre. Donc, la jalousie qui va être le mobile ou alors la passion qui va être le mobile est seulement un déclencheur d'une souffrance qui était déjà ancrée chez cette personne souffrant de carence affective. Justement, on se pose la question de savoir comment aimer se transforme en crime, en tuerie. Justement, quand on aime, on protège. C'est ça. Donc, on n'est pas censé tuer. Cette personne, généralement, dit aimer. Elle peut même avoir des comportements qui
frise l'amour. C'est-à-dire que ça va être un attachement fusionnel. Ça va être, j'appellerais ça un acharnement amoureux. C'est-à-dire c'est la personne qui sera toujours là, qui est même prêt à servir. Mais au fond, ce n'est pas de l'amour. Oui. Cette personne pense aimer, mais c'est une espèce de compensation à sa carence. Maintenant, l'autre qui est la victime va difficilement se plaindre dans ces conditions. Et c'est ce qui est vécu. Effectivement, parce qu'elle est convaincue que son partenaire l'aime, voyant son comportement. C'est ça. Or, lui, il est dans un comportement qui est pathologique. Mais la victime ne se plaint généralement pas. Elle a même peur de partir parce que elle vous dira, mon mari est très jaloux. Et pour elle, c'est un signe d'amour. Elle se dit, il l'aime tellement qu'il ne supporte pas de l'avoir. Non, mais c'est que vous êtes devenu son objet et que sans vous, il est chancelant. Donc, il ne peut pas supporter de vous perdre. C'est comme ça que le crime va donc arriver à la moindre faute. Parce que lui, il va se sentir en insécurité, de penser seulement qu'il va vous perdre. Et pour se protéger, il vous tue. Mais on se demande quand même comment cela arrive à changer. Parce que c'est pas souvent qu'on voit ou qu'on constate une telle attitude de son conjoint. Dans le comportement de cette personne-là, on a l'impression que c'est le grand amour. Mais non, ce n'est pas de l'amour. C'est justement une passion parce que cette personne compense le gros vide qu'il y a en elle. Et maintenant, il faut faire attention. Le crime passionnel est difficilement prémédité. Et d'ailleurs, on n'a pas tellement d'actes de violence constatés, pas du tout. Effectivement, c'est donc pour vous montrer que ce n'est pas une chose que l'auteur prépare. C'est que lorsque une situation arrive, cette situation présente-là le fragilise dans son être. Mais il y a quelques secondes qu'on prend pour se dire, je vais faire ceci. Oui, c'est vraiment à la fraction de seconde parce que ça bascule très vite. C'est une personne qui est fragile, hein, sauf que c'est une fragilité qui ne va pas forcément se voir. C'est ça le malheur. Et c'est comme si vous êtes tellement léger qu'un petit coup de vent vous fait tomber. C'est exactement la même chose qui se passe. Ça peut même être une pensée. C'est-à-dire que quelqu'un reste... On s'imagine... Il imagine que ma femme qui est sortie là, c'est sûr qu'elle allait voir un homme. C'est ça. Quand elle rentre là, il la tue. Ou alors que mon mari, il est en train de... Donc cette personne-là est vraiment fragile telle que la moindre pensée. Je ne parle pas de ce qu'il aurait vu. C'est un SMS rencontrer son mari saluant une femme. Ce qu'elle manifestait à l'autre, ce n'était pas de l'amour. Et cette personne qui est dans cette posture-là finit par phagocyter l'autre en fait. Comment on le détecte auprès de son conjoint quand on vit en couple ou quand on partage une histoire avec quelqu'un? Dites-nous, professeur. Oui, et justement, c'est très difficile de le voir. Ceux qui ne sont pas violents, parce qu'il y en a qui y ajoutent de la violence. Oui, et même cette violence-là, vous allez voir, ce type de personne, c'est la personne qui vous frappe le matin et qui se met à genoux à 14h pour dire vraiment, excuse-moi, je ne le referai plus jamais. Mais en fait, il est sincère quand il le dit. Mais vous voyez que la pulsion est tellement forte chez lui qu'il ne peut pas se retenir. Il faut faire attention à cela. Et parmi ces personnes, vous avez aussi les pervers narcissiques. C'est vraiment la personne qui est très proche, c'est-à-dire sa victime, qui peut déceler des choses. À l'extérieur, il va être gentil, courtois. Avec le partenaire, il peut manifester des choses, mais même le partenaire va être comme obnubilé et se dire non, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait ci. Donc la victime culpabilise tellement que elle va refuser de croire même qu'elle est en train de subir une violence. Et généralement, pour ces cas, quand vous vous plaignez, même dans le voisinage, on vous dit, mais il est gentil ce monsieur, on le voit, cette dame, elle est pourtant gentille. Effectivement, tout le monde sait que c'est la personne très gentille, serviable, et vous-même qui êtes sa victime, vous finissez même par avoir honte de vous plaindre. Ouais. Parce que tout le monde sait que la personne est gentille. Quand vous irez dire, il m'a fait ci, il m'a fait ça, on dira non, c'est vous la cause. Et de le savoir, vous finissez par se dire, ça ne sert à rien, et vous commencez à subir jusqu'au jour où vous allez mourir. Assez difficile à vivre, hein, voilà. Surtout quand on aime quand même quelqu'un avec qui on a choisi de partager sa vie. Ouais. Dites-nous, professeur, que prévoit la législation en la matière? Les peines pour le crime passionnel sont plus lourdes que pour autre crime parce que dès le départ, le crime passionnel est commis sur une personne qui est partenaire affectif. Alors, quand on a un partenaire affectif, la loi le dit, vous êtes censé être conscient que vous devez protéger l'autre. Donc, de tuer la personne que vous devez protéger est plus lourd que de tuer une personne que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous, psychologue, vous en avez reçu déjà? Beaucoup, plus que tout autre cas. Et comment ça se passe? C'est très difficile, ces violences conjugales ou passionnelles, parce que on est dans un environnement où les victimes sont
sont muselés par l'environnement, par la culture. Les problèmes de couple ne sortent pas de la chambre. C'est ça qui est la mort. C'est ce qu'on dit. Mais pourquoi vous demandez donc aux victimes de se plaindre? Les victimes sont donc dans cette dissonance en fait, parce que c'est les mêmes qui vous disent les problèmes de couple ne sortent pas de la chambre, qui vous disent il faut vous plaindre. Mais qu'est-ce qu'elles doivent faire? Vous voyez qu'elles sont condamnées à ne plus se plaindre et elles vont subir jusqu'à mourir. Non, il faut en parler. C'est vrai aussi que la crise de confiance entre les êtres humains est telle qu'on ne peut plus parler à tout le monde. Mais au moins, on devrait encore avoir des personnes de confiance. Et c'est pour ça que ce n'est pas fortuit de penser aux témoins, aux parrains de mariage. C'est des personnes clés dans la vie d'un couple. C'est vrai que le couple doit commencer à résoudre ses problèmes en interne, mais il y a une ligne rouge, le dialogue est rompu. Il faut pouvoir parler aux parrains de la chambre. Oui, il faut aller chercher le témoin, qu'il puisse intervenir. Il y a les chefs de famille. Ce n'est pas pour rien qu'ils signent sur les actes de mariage. Ces personnes signent. Donc c'est un engagement qu'ils prennent de protéger le couple. Donc les problèmes de couple ne peuvent pas seulement rester dans la chambre. Ils commencent dans la chambre, mais si ce n'est plus possible, il faut qu'ils sortent de la chambre. Alors, et quand on vient voir un psychologue, quel est son rôle véritable à ce niveau? Le psychologue ne vous dira jamais séparez-vous de cet homme. Non, c'est pas son rôle. Le psychologue ne vous dira jamais vous êtes dans un mauvais mariage. Le psychologue, c'est quelle est la souffrance qui est générée en vous par rapport à cette situation. Il va résoudre la souffrance. Maintenant, la décision vous appartient. Est-ce que je reste? Est-ce que je ne reste pas? Il faut savoir qu'il y a des relations qui ne sont pas possibles. Malheureusement, vous allez voir que la majorité des unions arrivent qu'on est à un certain âge où on a la pression, peur de la solitude, le regard social, on va dire je suis une vieille fille. Ou alors on a divorcé une fois, deuxième. Voilà. Non, il y a des relations qui ne sont pas possibles. Quand ça ne va pas. Il y a des incompatibilités émotionnelles qui ne permettent pas de rester ensemble. Il y a des quotients émotionnels qui ne peuvent pas marcher avec d'autres. Voilà qui est dit, professeur Mireille Ndjendje. Ça a été un plaisir de vous avoir encore. Nous espérons que votre message est passé et peut-être à bientôt. Je serai toujours là quand vous aurez besoin de moi. Merci.